Les parents des élèves de l'école publique La Sarmentille au Landreau sont en colère, comme dans toute la France d'ailleurs, contre la loi Blanquer. Une pétition a réuni 70 signatures des 150 familles représentant les 248 élèves de La Sarmentille contre cette loi. Une réunion d'information et d'échange a été organisée pour tout d'abord expliquer le contenu de cette loi et organiser les prochaines actions. Mais que dit cette loi ? Elle touche l'instruction obligatoire à 3 ans. Elle touche la forme que pourrait prendre l'école si on décidait de mettre en place des EPSF. C'est quoi EPSF ? C'est le regroupement d'un collège avec les classes de primaire et de maternelle de l'ensemble d'un bassin de vie. S'il y a trop d'élèves en primaire, ils risquent, par exemple le cycle 3, donc les CM, risquent d'être accueillis dans les locaux d'un collège ou risquent d'être invités à aller à l'école d'à côté. Tout ça, c'est pourquoi ? Pour faire des économies de professeurs, des économies de locaux. La principale économie, elle se situe humainement et économiquement autour de la mission de directeur d'école primaire. Puisque dans cette loi, il est soulevé que si un établissement EPSF voit le jour, la direction est donnée au personnel qui a passé le concours de personnel de direction, donc au principal du collège. Donc il prendra la direction de l'ensemble des classes qui est sous lui et il donnera des prérogatives à un directeur adjoint. Et donc le directeur d'école actuel tel qu'on connaît, qui est enseignant de terrain, il n'existera plus. Mais aussi, on va faciliter la création d'établissements de type jardin d'enfants. Mais comme l'instruction est obligatoire à partir de 3 ans, les jardins d'enfants auront obligation de donner l'instruction aux enfants, même s'ils ne sont pas des écoles, même s'ils ne sont pas des enseignants. L'idée qu'on veut en tous les cas faire passer, c'est qu'on n'est pas contre une réforme de l'école, mais pas celle-ci, parce que celle-ci c'est clairement une réforme économique. Nous on veut une réforme pédagogique à la rigueur, ça s'entendrait. Et donc les actions qu'on va mener, donc ce soir on occupe notre école de façon très festive pour un pique-nique participatif. L'idée, c'est de continuer à informer les familles. Et puis, le fait qu'on occupe l'école, ça oblige le directeur de l'école à en référer à l'inspectrice d'académie. Donc, ça fait remonter notre mécontentement à l'inspection. On va continuer cette occupation jusqu'à demain matin, ce qui obligera à nouveau à appeler l'inspection pour montrer qu'on est toujours mécontent. Et puis, ce sera suivi d'une journée de grève des enseignants jeudi. On s'est calé par rapport à jeudi. Et pourquoi jeudi ? Parce que jeudi, la loi fait un passage au Sénat. Le mécontentement est certain. Sera-t-il entendu ? Affaire à suivre. Souvent, quand on pense intelligence, on pense à la notion de QI, qui veut dire quotient intellectuel. Ce concept a été initié par Alfred Binet au début du XXe siècle. Et il part du principe que nous pouvons quantifier l'intelligence, mettre un nombre sur cette intelligence, 110, 130, 145 pour les plus doués. C'est scoriser l'intelligence. Ce concept est assez critiqué, toujours aujourd'hui, parce qu'on estime qu'il est réducteur, qu'il ne représente pas l'individu dans la vraie vie. Ce concept de QI, pour simplifier les choses, dit « combien tu es intelligent ?» Et nous allons voir que la théorie de Howard Gardner dit « comment tu es intelligent ?» Une conférence sur le thème des intelligences multiples était organisée par les appels des écoles de Clisson, Gorges, Gétigné, Saint-Hilaire de Clisson, Bousset et Monnières. Elle s'est déroulée au lycée Charles Péguy de Gorges. 240 parents étaient présents pour s'informer sur cette théorie qui prend en compte la diversité d'intelligence de son enfant. Alors, les intelligences multiples, c'est l'idée qu'on n'a pas une seule intelligence, qu'il y en a 8. Sur les 8 intelligences, on est tous avec 8 intelligences, un peu comme un bouquet de fleurs. Et en fonction des expériences que l'école ou les parents proposent à leur enfant, l'enfant va plus ou moins développer telle ou telle intelligence. Et certaines vont un peu plus se faner en fonction des expériences qu'ils ne font pas. Voilà, il faut bien préciser, ce n'est pas le rôle que de l'école. En effet. Alors, c'est pas le rôle que de l'école. C'est vrai que
Les enfants passent seulement 17% de leur temps éveillés à l'école sur une année scolaire. Donc l'école a un rôle instructif, évidemment. On est sur les 83 autres pourcents dont les parents sont responsables de leur proposer plein de choses différentes, plein d'expériences. Et c'est ce que Howard Gardner, qui est à l'origine de la théorie des intelligences, explique dans la conférence qu'on a vue, qu'il faut simplement, en tant que parent, multiplier les expériences pour ouvrir son enfant et nourrir ce bouquet d'intelligence. Alors justement, concrètement, que doit-on faire en tant que parent ? Tout ce qui est jeu pour l'enfant et tout ce qui sort de la maison est expérience. Et donc au niveau scolaire, comment est-ce que vous l'adaptez ? Nous, en tant que pédagogue, on essaye de proposer plein de façons de faire aux enfants pour arriver au savoir, au savoir-faire, au savoir-être. Et cette façon de voir les choses donne à l'enseignant une façon de plus d'enseigner, tout simplement. Donc on va par exemple sur, un travail sur les fractions, on va utiliser des Legos. Quand on va vouloir scander les syllabes d'un mot, on va pouvoir le faire avec un instrument, par exemple. Donc un petit conseil pour les jeunes ? Puisque vous me posez la question, cette théorie, elle permet aussi à l'enfant et aux adultes de retrouver, pour ceux qui l'ont perdu, un peu d'estime d'eux-mêmes. De se dire, oui, à l'école, je ne suis pas très bon en maths et en français, ce que l'école développe le plus, mais j'ai une façon d'être intelligent de plein d'autres façons. Et pour les jeunes, ça permet aussi qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'on n'est pas bon à l'école qu'on n'est pas intelligent. Cette théorie définit 8 intelligences multiples, celle du naturaliste, verbale et linguistique, corporelle et kinesthésique, interpersonnelle, mathématique et logique, musicale et rythmique, visuelle et spatiale et intrapersonnelle. Tous les paramètres de l'intelligence. Je m'appelle Herman Peng. Je suis responsable du développement des carburants renouvelables chez Audi. Nous avons testé la conversion de l'électricité en GNV afin d'offrir une alternative aux batteries et aussi pour réduire les émissions de CO2 de nos voitures. Nous avons choisi ce lieu car il dispose d'une importante installation de méthanisation qui utilise le CO2 issu de fermentation naturelle des déchets. Et aussi, nous convertissons les excédents de l'électricité renouvelable issue des éoliennes en gaz de synthèse, qu'on appelle power to gas. L'électricité est utilisée pour produire l'hydrogène grâce à l'électrolyse. L'hydrogène est associé au dioxyde de carbone afin d'obtenir le méthane de synthèse. Ce gaz peut être utilisé à la fois pour alimenter la voiture et être injecté dans le réseau. Grâce à cette usine, ici à Werlte, on a pu prouver que décarboner le secteur du transport et de l'automobile est désormais possible. Cette initiative pionnière de la transition énergétique va générer du progrès et en même temps va créer de l'activité industrielle en Europe et donc de l'emploi. Le club de réseau d'affaires 500% s'est réuni au jardin Clairet à Valette. À cette occasion, découverte de la dernière 508 Peugeot et rencontre avec le skipper Sébastien Rogue. Le club 500% permet de rassembler les professionnels pour avancer ensemble. Alors le club 500%, c'est un club réseau d'affaires pluridisciplinaire qui a été créé en 2009. Alors à la base, c'était pour une course à la voile qui s'appelait la Solitaire du Figaro, qui fêtait ses 40 ans de la Solitaire du Figaro. Et c'était un projet qui a été monté pour un skipper. Et sur une deuxième année qui avait bien fonctionné. Et ça a tellement bien fédéré que les chefs d'entreprise autour se sont dit, mais Yann, pourquoi on n'en crée pas un vrai club réseau d'affaires ? L'objectif et l'objet surtout de ce club, c'est de fédérer des chefs d'entreprise d'horizons différents. Donc c'est ce qu'on appelle un club transversal, donc pluridisciplinaire. Et ça permet, alors que ce soit une multinationale ou une TPE ou une toute petite entreprise, une PME ou une TPE, de pouvoir que tout le monde se rencontre, on est tous égaux, de pouvoir échanger, partager et idéalement, et c'est aussi un peu l'objectif de ce réseau, c'est de pouvoir être client-fournisseur des uns des autres, dans la mesure du possible, ou en tout cas prescripteur. Je prendrai juste une image. Je vais comparer une entreprise à un loup
et un réseau, un club, quel qu'il soit, il y en a pléthore, à une meute. Un loup, tant qu'il est dans la meute, il est sûr d'avancer et de s'engraisser. À partir du moment où un loup s'isole de la meute, c'est un loup qui va mourir, qui va crever. Pas qu'il laisse compte que quelqu'un va l'aider, va le nourrir. Non, la meute, elle avance, quoi. Et bien, une entreprise, c'est pareil. Une entreprise, elle a besoin d'un réseau. Tant qu'elle est dans le réseau, il y aura une entraide, il y aura une solidarité, il y aura une facilité de rencontrer du monde. Et par contre, une entreprise qui est isolée, qui n'a pas de réseau, faut pas qu'elle laisse compte que son téléphone sonne, que son mail bip pour avoir un devis, voilà, parce qu'on la connaît pas, et puis de toute façon, le train, il avance, quoi. Le skipper Sébastien Rogue, vainqueur de la Transat Jacques Vabre, skipper de multicoque volant, a présenté son projet sportif et entrepreneurial en trimaran multi 50. On est en train de finaliser un projet multi 50 pour prendre part aux plus mythiques transatlantiques comme la Transat Jacques Vabre ou la Route du Rhum. Notre projet a une temporalité de 4 années, jusqu'à 2022. Et cette année, le grand rendez-vous, c'est la Transat Jacques Vabre, départ en octobre du Havre, pour allier Salvador de Bahia en double sur un trimaran de 15 mètres. Qu'est-ce qui vous plaît dans tout ça ? Je crois que c'est encore cette partie de rêve qui nous emmène au milieu de l'Atlantique, qui nous permet de se livrer des batailles juste extraordinaires avec des concurrents de très haut niveau. Et on arrive à s'évader et à vivre des moments magiques sur nos bateaux, intenses aussi parce que la compétition est acharnée, et ce mélange d'adrénaline, de stress est pour nous les marins, je crois, quelque chose quasiment une drogue, donc on a du mal à en revenir. La soirée s'est terminée par une dégustation de Sauvignon des vins du Château Clairet et dégustation d'huîtres des Viviers Béguervire. Record absolu de la fréquentation à cette édition 2019 du Printemps du Livre à Montaigu, au théâtre de Thaly. C'est peu dire de la satisfaction des organisateurs. Et tout d'abord d'Antoine Chéreau, président de Montaigu Vendée, qui a pour Nantes les yeux de Chimène, et d'Yves Auvinet, le patron du département de Vendée. En ouvrant ce printemps, on a vu la foule, on l'a déjà eu hier, on en est très heureux. On est allé rencontrer les 270 écrivains qui sont ici. Tout le salon est organisé autour de la rencontre entre les écrivains et le public. On a croisé des anciens présidents. Il y a Yves Violier qui va nous rejoindre dans quelques instants, mais lui, il termine toujours au dernier moment de signer encore une. Et puis il y a Vladimir Fedorovski, il y a Mireille Calmel, il y a Bernard Werber, il y en a tant d'autres. Ce printemps du livre généraliste et populaire a rassemblé écrivains confirmés, mais pas seulement. Ici, associations, journalistes, dessinateurs, essayistes, poètes ou instituteurs proposaient aux visiteurs leurs écrits ou leurs œuvres. Gérard Sancet, dernier ouvrage, Destination Khartoum. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement d'un voyage presque initiatique pour déplacer une voiture par ses propres moyens depuis, on va dire, Bordeaux jusqu'à Khartoum, au confluent des deux Nils au Soudan. C'était de l'utilité, on va dire, parce que je travaillais là-bas et j'avais besoin d'un véhicule fiable pour pouvoir me déplacer là-bas. Et donc, comme on n'en trouvait pas, ou alors à des prix exorbitants, j'avais décidé de ramener la mienne. Puisque nous sommes en Vendée, il était naturel d'entendre les animateurs du Cercle vendéen de recherche historique. Ce nouveau livre est en réalité une réédition, la réédition d'un livre magnifique qui est paru exactement il y a 50 ans, qui s'appelle La vie simple, et dont l'auteur est un Vendéen du Sud, Jean Rivière. C'est une sorte de bréviaire de vie sage, inspiré par sa vie d'agriculteur. Il a écrit ce livre avec une prose absolument extraordinaire, d'une densité, et en le relisant, nous avons dit mais il faut absolument que les nouvelles générations connaissent ce texte. Et la poésie même était présente, qui ici ne perd jamais ses droits. C'est vrai que 0,3% de vente de livres de poésie sur l'ensemble des livres, c'est pas beaucoup, mais il faut que la poésie soit présente, puisque comme a dit Jean-Pierre Siméon, la poésie sauvera le monde, on essaye de l'aider.
Présence incontournable depuis la création du Printemps du Livre de l'Association des écrivains de Vendée, fidèle parmi les fidèles du printemps. Et puis, un petit coucou au prix Goncourt, Nicolas Mathieu. C'est la première fois que je viens ici, je n'étais jamais venu, ne serait-ce qu'à Nantes. Je n'avais jamais mis les pieds dans le coin. Hier j'étais à Nantes et aujourd'hui à Montaigu, c'est une première pour moi. Alors Montaigu qui est célèbre par son Printemps du Livre, par sa digue aussi quelque part. Hein. J'ai quelques souvenirs de cette digue en effet, mais comptez pas sur moi pour vous la chanter. Dommage. Et qu'est-ce que ça fait tout de même d'avoir obtenu le prix Goncourt ? Ça fait beaucoup voyager déjà, et ça fait rencontrer énormément de lecteurs. Donc voilà, c'est depuis le mois de novembre, je passe beaucoup de temps sur les routes dans ce genre de salon et à rencontrer des lecteurs. Et ça fait beaucoup signer de livres, j'imagine aussi. Ah ben il y en a un avant et un après, c'est sûr, oui. Le livre marchait un petit peu avant, mais là il y a un effet démultiplicateur, c'est à l'évidence. Thalie, la muse du théâtre et singulièrement du théâtre de Montaigu, ne regrettera pas cette année d'avoir invité les passionnés du livre et de la lecture. Verre et buffet de l'amitié étaient proposés par Clisson Passion lors de sa porte ouverte. Au programme, visite des ateliers à la Maison de la Solidarité à Clisson et du chantier participatif au verger de Nidois. Mais aussi une nouvelle importante au niveau organisation. On a pensé que c'était plus intéressant désormais d'avoir une organisation collégiale du bureau et de remplacer l'organisation traditionnelle président, trésorier, secrétaire par des missions à remplir par différents membres. Et il y a un collège avec 12 missions à remplir. C'est une organisation qui s'est un petit peu imposée au fur et à mesure des années. Voilà, parce que lors de CA donc, qui ont lieu tous les mois, nous expérimentons déjà la gouvernance partagée et on s'est dit que naturellement c'était important que voilà, le bureau aussi s'empare d'outils de gouvernance partagée et avec la gouvernance partagée va aussi va de pair la collégialité donc des membres du bureau. Donc c'est pousser un petit peu plus loin ce qu'on expérimentait déjà au sein de l'association élargie. Ça favorise la concertation avant la prise de décision et la communication des prises de décision. Et ça nous semble sain de fonctionner comme ça et de désincarner certaines fonctions traditionnelles, notamment celle de président qui remplit souvent la fonction de représentation. Mais finalement, le fait d'avoir une organisation plus collégiale, ça favorise la concertation avant l'annonce des décisions prises, par exemple. Si vous n'avez pas une acceptation à l'unanimité, vous n'avancez pas. Alors, on met en œuvre tous les moyens nécessaires pour qu'on trouve un terrain d'entente pour tous et par tous. Quelques nouveautés dans l'avenir au présent ? Le développement des jardins chez des gens âgés, dans la perspective de les maintenir à domicile comme alternative de nécessité d'aller dans des structures collectives pour des gens âgés. Et puis ici, au niveau des ateliers Brico-Récup, l'atelier Good Steel, donc métal, steel qui veut dire métal, donc qui est un atelier soudure et qui va permettre aussi de faire des ponts entre les autres ateliers, l'atelier vélo, l'atelier bois et l'atelier couture, et pour pouvoir commencer à créer aussi des objets vraiment recyclés et par exemple comme une nouvelle remorque, des vélos cargo, voilà. Et pourquoi pas du mobilier aussi de jardin, ce qui fait le lien avec l'activité initiale finalement de l'association qui est l'environnement, l'intérêt porté au jardinage et à l'environnement. De belles perspectives donc pour cette nouvelle organisation collégiale. Sacrée année pour Louise. Elle a rencontré le grand amour, ils se sont installés ensemble et elle a décroché son premier emploi. Elle a prévenu tout le monde, ses parents, ses amis, Bubule, le poisson rouge, mais pas sa CAF.
MACAF? Mais pourquoi? MACAF calcule le montant de mes aides à partir de mes déclarations. Elle prend en compte mon logement, ma situation familiale, les revenus et la situation professionnelle de chaque membre de mon foyer. En cas d'oubli ou d'erreur, je ne bénéficie peut-être pas de toutes les aides auxquelles j'ai droit. Ou, au contraire, je touche des aides en trop que je devrais rembourser. Alors, le bon réflexe, pour éviter de rembourser, mieux vaut tout déclarer. Quels sont les changements que je dois déclarer à MACAF? Facile, ça concerne ma vie professionnelle, si je trouve un emploi en intérim, ou si je reprends une activité, après un congé parental par exemple. Mes revenus, si je perçois des indemnités chômage ou une pension alimentaire. Ma vie familiale, si je me mets en couple ou si mon enfant quitte la maison. Enfin, ce qui concerne mon logement, si je déménage ou si je pars à l'étranger plus de 3 mois par exemple. Pour déclarer ces informations à MACAF, je n'attends pas qu'elle m'interroge ou me contrôle. Il sera déjà trop tard. Dès que ma vie évolue, une seule chose à faire, aller sur caf.fr. Et je déclare tous les changements sur mon compte personnel. En résumé, c'est simple. Pour éviter de rembourser, mieux vaut tout déclarer. J'avais perdu la foi dans cette triste vie sombre. J'avais du mal à être moi. Je n'étais plus qu'une ombre, l'ombre de mon âme, l'ombre de mon amour. J'ai déposé les larmes dans cette guerre sans retour. D'où vient Nini? Eh bien Nini, c'est le surnom que j'avais quand j'étais petite, puisque je m'appelle Stéphanie. Et toute ma famille m'appelait Nini quand j'étais enfant et j'adorais ce prénom. C'est un prénom, enfin ce surnom. Et quand j'ai grandi, à l'adolescence, etc., on a arrêté de m'appeler Nini. Et c'est en même temps, au même moment où j'ai un peu arrêté la musique aussi. Enfin, j'ai arrêté de croire en mon rêve de faire de la scène. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai choisi de reprendre ma vie en main et de reprendre la scène, j'ai automatiquement choisi le nom de Nini, qui est pour moi très symbolique. Alors c'est un tremplin. Voilà, on m'a contacté, c'est le festival Emergenza qui m'a contacté. C'est un tremplin qui peut emmener jusqu'à une finale nationale au Bataclan. Voilà, pour ensuite participer à un festival en Allemagne. Donc voilà, c'est ce soir, c'est la demi-finale. Il y a eu déjà une première partie à la scène Michelet et j'ai eu la chance d'être sélectionnée et donc d'être ce soir en demi-finale au Ferrailleur. C'est une chanson qui me tient à cœur parce que je raconte dans cette chanson en fait ma façon de voir la vie. J'aimerais qu'un monde d'amour s'ouvre sous nos pieds, un monde qui cessera un jour de jalousie. Jalousie qu'on n'est pas rien si on prend en main son destin. J'aimerais qu'un jour vous alliez tous vous faire aimer. J'ai une grande foi en la vie, j'aime vraiment la vie et j'ai mis tout ça dans cette chanson, la façon dont moi j'aimerais que les gens soient, c'est-à-dire authentiques, parce que je suis convaincue que si chacun apprenait à s'aimer soi-même et donc à être bien dans ses baskets, je pense qu'on pourrait éradiquer la jalousie et toutes les choses malsaines qu'on peut avoir en nous quand on n'est pas bien dans sa peau en fait. Mon rêve, ça serait vraiment voilà, de faire une grande scène et d'avoir plein de gens, je sais pas, 3000, 5000 personnes qui viendraient me voir parce qu'ils aiment vraiment mes chansons et que ce que je raconte dans mes chansons, ça leur fait du bien. Et j'aimerais que ces gens-là aient envie de me voir parce qu'ils ont envie de se faire du bien ce jour-là en écoutant mes chansons. Ça serait ça mon rêve, en fait, de vraiment pouvoir offrir à mon public ce que moi j'ai reçu des artistes que j'écoutais. Et puis pour ceux qui ne sont pas venus me voir, bah, venez me voir, venez. Près de 80 exposants étaient présents à la 39e foire commerciale d'Aigrefeuille-sur-Maine.
Une belle réussite comme tous les ans pour la plus grande satisfaction des professionnels. Eh bien, la foire exposition d'Aigrefeuille se passe bien, dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. On a une météo qui n'est pas avec nous, mais voilà. On rencontre des gens locaux, nous on est sur la planche à côté, donc c'est important de rencontrer tout le monde et de pouvoir présenter tout ce qu'on fait. Donc c'est un bon moyen de communication. Ah bah la foire est un excellent moyen de communication, ça permet d'être un peu plus proche des gens, puis ça nous fait sortir de nos ateliers, ce qui est très bien aussi. Ah, bien sûr, on parle de communication, je crois que vous y êtes un petit peu. Ah bah en communication, on en fait un petit peu. Tout ce qui est communication par l'image, tout ce qui est donc la partie photo, bien sûr. Alors photo, mais pas que. Alors photo, mais pas que. On a la partie photo et la partie événementielle. Avec les machines à selfie, donc les selfie burn que vous pouvez louer pour un événement. Avec les machines à danser pour toute la partie musicale, la partie organisation d'événements et la partie papeterie, tout ce qui est invitation, plan de table, tout ce qui est décoration de table, décoration de salle. Où s'en est actuellement en France au niveau des événements festifs? Alors l'événement festif est plutôt en hausse. On retrouve vraiment une envie d'organiser des événements chez soi, des événements familiaux. De plus en plus, on retrouve de plus en plus les cousinades qu'on avait perdues depuis quelques années. Et ça, c'est quand même des moments conviviaux et des moments de rassemblement qui sont importants pour les familles. Eh bien, on est très content d'être ici. C'est une commune qui a un grand tissu artisanal et commercial. Et on est heureux d'en faire partie, étant artisan à Aigrefeuille. Et qu'est-ce que ça peut vous apporter une fois comme ici? Ça nous apporte déjà beaucoup de contacts avec des futurs clients. Ça fait l'occasion de revoir des anciens clients. Et puis aussi de rencontrer d'autres corps de métier dont on n'a pas l'habitude de se voir, de se côtoyer dans l'année parce qu'on ne prend pas le temps. Une particularité cette année, la présence d'un salon artisanal de brasseurs locaux. Et première constatation, la France est un pays de bière. De toute façon, historiquement, la France reste quand même un pays brassicole. Jusqu'à il y a 200 ans, il y avait beaucoup plus de brasseries en France que ce qu'il y a aujourd'hui. On était retombé à, je sais pas, peut-être 15 brasseries dans les années 1980. Et là, depuis, là ça explose vraiment. Qui remonte beaucoup plus loin, il y avait la Cervoise au niveau des Gaulois. Ouais, il y avait la Cervoise, exact, avec les namnettes. Donc la Cervoise, de toute façon, c'est ni plus ni moins qu'une bière dans laquelle il n'y a pas de houblon, en fait, tout simplement. Donc c'est une vraie tradition française. Ouais, exact. Ouais. La France reste aussi le plus gros pays producteur d'orge de brasserie au monde. Donc il y a une vraie culture brassicole en France qui avait disparu et qui est franchement là en train de revenir en avant, quoi. Ouais, c'est sûr. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me fui. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, creo que conseguirás que no te nombre nunca más.